Bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue dans ce 13e numéro de notre rendez-vous mensuel Think Out of the Box. Et Think Out of the Box est un rendez-vous mensuel organisé par le chapitre du PMI en RDC. Et au cours de chacun de ces épisodes, nous avons euh, l'opportunité d'avoir un invité, un professionnel qui vient pour partager ses expériences, pour parler de son parcours et partager ses expériences professionnelles et humaines. Et donc, euh, c'est au cours et donc ça se passe tous les jeudis. Ça se passe tous les jeudis, tous les deuxièmes jeudis du mois. Euh, et c'est organisé par la direction des affaires académiques du chapitre du PMI. Alors, cet événement est en direct sur Zoom et, et bien sûr, il passe en direct sur la page Facebook du chapitre. Il est en live sur la page Facebook du chapitre. Et pour ce 13e numéro, nous aurons, nous avons l'honneur et le plaisir nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Théodore Kwasi-Kwadjo. Euh, bonsoir Théo. Bonsoir Théo. Ok. Euh, Bonsoir à tous. euh, alors merci beaucoup, merci d'avoir accepté de te prêter à ce jeu et mais surtout merci d'accepter de partager ta riche expérience avec nous. Mais bon, alors qui est Théo? Notre invité, c'est un ingénieur polytechnicien en option informatique qui a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la gouvernance et de la gestion de projet. Actuellement, il est DSI et directeur des opérations à Codimex. Et donc, il, il a pour mission d'améliorer la production et la réduction des risques financiers en assurant l'exploitation du système d'information sur l'ensemble du réseau du groupe. Et ce réseau s'étend sur plusieurs pays, la Côte d'Ivoire, la République du Congo, la RDC, le Bénin, la Centrafrique et même le Liban. Et Théo est aussi membre effectif du chapitre du PMI en RDC. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais, comme d'habitude, présenter rapidement le chapitre. Pour ceux qui entendent parler du chapitre pour la première fois, je vais présenter et expliquer qu'est-ce que le PMI, qu'est-ce que le chapitre du PMI et surtout donner qu'est-ce que le PMI et le chapitre ont à offrir aux membres et à toutes les personnes, à tous les participants. Et donc, rapidement, je vais partager mon écran. Alors, qu'est-ce qu'est le PMI? Qu'est-ce que le chapitre du PMI? Alors, très rapidement, on va donc répondre on va donc répondre à trois grandes questions. C'est-à-dire que qu'est-ce que le PMI? Qu'est-ce que le chapitre? Comment adhérer? Comment devenir membre? Et quelles sont les formes d'adhésion que l'on peut avoir? Et enfin, pourquoi devenir membre? Pourquoi pourquoi devenir membre? Quels sont les avantages à devenir membre et à devenir volontaire? Alors, qu'est-ce que le PMI? Le PMI veut dire Project Management Institute, qui est la plus grande association professionnelle dans le domaine de la gestion de projet. Et, euh, et le PMI compte à ce jour un peu plus de 700 000 membres à travers le monde. Et le PMI, en plus de ça, a mis en place des standards en matière de gestion de projet et ces standards se sont imposés à travers à travers l'industrie mondiale. Et
En plus d'avoir mis en place des standards de gestion de projet, le PMI aussi propose des certifications professionnelles. Ce sont des certifications qui concernent tous les niveaux d'expérience, c'est-à-dire que aussi bien pour les personnes qui ont beaucoup d'expérience que pour les personnes qui en ont très peu. Et qu'est-ce qu'une certification professionnelle? Une certification, c'est lorsque une organisation atteste d'un niveau de compétence et ou de connaissances dans un domaine précis. Et en ce qui concerne le PMI, il s'agit de la gestion de projet et des domaines et de certains domaines connexes. Alors, quelles sont ces certifications? Nous avons premièrement nous avons la gamme de certifications qui ne demandent aucune expérience professionnelle. Il s'agit de, euh, il s'agit des certifications pour les étudiants ou pour les jeunes professionnels. Et parmi ces certifications, nous avons la certification la plus connue ou la plus demandée à ce niveau pour ce type de profil. Il s'agit du CAPM. Ensuite, nous avons des certifications qui nécessitent un minimum de 3 ans d'expérience. Et là, parmi ces certifications, nous avons la certification la plus demandée, la plus répandue à travers le monde dans le domaine de la gestion de projet. Il s'agit du PMP, Project Management Professional. Mais cette certification demande un minimum de 3 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de projet. Mais il y a d'autres conditions, mais entre autres, il y a 3 ans d'expérience exigée. Ensuite, nous avons des certifications pour les seniors. Il s'agit des personnes qui ont plus de 8 ans d'expérience. Et là, nous avons la gestion de programme et la gestion de portefeuille. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les spécialisations, c'est-à-dire des certifications dans un domaine précis de la gestion de projet, par exemple la gestion des risques, la gestion des projets, une certification dans la gestion des projets de construction. Et dernièrement, PMI a introduit aussi des certifications dans la gestion des PMO. Euh, voilà un peu la gamme des certifications que offre le PMI. En plus de ça, nous avons d'autres produits, mais ça, ce sont les produits phares, les produits principaux. Alors, le PMI, en termes de chiffres, il est organisé en 8 régions. Nous avons 303 chapitres effectifs et qui sont répandus à travers 222 pays. Ainsi, euh, Ainsi, il est difficile de trouver un pays qui n'a pas de chapitre de PMI sur son territoire. Alors, bien sûr, la RDC a son chapitre qui existe depuis 2017 et qui renferme tout type de profil. Il y a des étudiants, il y a des professionnels qui viennent de diverses industries, privées, publiques, ONG, et le secteur financier, etc. Alors, comment devenir membre? Nous avons plusieurs façons de participer ou d'être membre. C'est que la première façon, c'est d'être membre sympathisant. Un membre sympathisant, c'est juste une personne qui, sans engagement, se limite à participer aux activités organisées par le chapitre. Ensuite, nous avons les membres effectifs. Les membres effectifs, ce sont les personnes qui payent l'adhésion au PMI. Comme toute association professionnelle, le PMI, pour être membre effectif du PMI, il faut payer des frais d'adhésion annuels. Et pour les étudiants, ces frais s'élèvent à 17 dollars, tandis que pour les professionnels, ils s'élèvent à 129 dollars. À savoir, pour les étudiants, 17 dollars, c'est 12 dollars pour le PMI et 5 dollars pour le chapitre du PMI. Pour être membre du chapitre du PMI. 12 dollars pour être membre du PMI. De la même façon, pour le professionnel, c'est 99 dollars pour être membre du PMI, 20 dollars pour être membre du chapitre et 10 dollars, ce sont les frais administratifs au cas où c'est la première inscription. Ensuite, on peut aller plus loin, en plus d'être membre effectif, en plus du fait de participer aux activités, on peut se dire qu'on va donner de notre temps et de notre énergie pour organiser les activités. Et c'est là qu'on devient
volontaire. Volontaire, on peut être volontaire en étant membre effectif ou pas. Mais un volontaire, c'est une personne qui se décide de donner gratuitement de son temps et de son énergie à organiser, à animer des activités au sein du chapitre. Ensuite, en plus de payer les frais d'adhésion, le PMI est une organisation qui repose sur des valeurs et donc il faut s'engager à respecter le code de déontologie et de conduite professionnelle du PMI qui repose sur quatre valeurs fondamentales: la responsabilité, le respect, l'impartialité et bien sûr l'honnêteté. Et donc, et donc, quand on veut, c'est une association qui repose sur des valeurs et en plus de devenir membre effectif, on doit respecter le code de déontologie et de conduite professionnelle. Alors, pourquoi devenir membre et surtout, pourquoi aussi s'engager en tant que professionnel, en tant que volontaire? La première chose, c'est qu'on devient membre, euh, on fait partie d'une communauté, tant au niveau mondial que au niveau local. Au niveau mondial, on a dit que le PMI, c'est 303 chapitres répandus à travers 222 pays et territoires, c'est-à-dire qu'à travers le monde, on trouvera toujours un pays, où que l'on soit, on trouvera toujours un chapitre du PMI. Ensuite, au niveau local, nous avons environ 140 membres environ, 300 membres sympathisants, 340 membres effectifs, une dizaine d'organisations partenaires avec lesquelles le chapitre organise des activités et surtout une quarantaine de volontaires qui permettent à ce que le chapitre puisse de, organiser des activités comme ce webinaire que vous êtes en train de suivre. La deuxième raison pour devenir membre, c'est que on bénéficie des ressources du PMI gratuitement. Surtout, pour ça, ça concerne principalement les membres effectifs. Nous avons les ouvrages de référence. Nous avons dit que le PMI a mis en place des standards de gestion de projet et les ouvrages de référence, euh, comment dire, quand on est membre effectif, on a accès à ces ouvrages de référence gratuitement. On a accès à des abonnements à certaines revues. On a accès à des articles scientifiques, à des travaux scientifiques pour les chercheurs. On a accès à des formations, des webinaires et surtout, on a accès à des modèles de documents. C'est-à-dire que quand on est gestionnaire de projet ou qu'on se retrouve dans une position de gestion de projet, on n'a pas besoin de réinventer la roue. On peut juste utiliser les différents modèles de documents qui s'adaptent aux standards internationaux. Et après, on a diverses autres ressources que offre le PMI. La troisième raison, c'est qu'on bénéficie des réductions de prix. Nous avons des réductions sur les certifications, mais aussi des réductions sur les événements. C'est-à-dire que pour les événements payants, il y a toujours des prix pour les membres et des prix pour les non-membres. Pour les certifications, nous avons toujours aussi des prix pour les membres et pour les non-membres. À titre d'exemple, pour excusez-moi, pour les deux certifications les plus répandues, à savoir le PMP et le CAPM, nous avons des prix, par exemple pour le PMP, ça revient à 575 dollars pour les membres, mais 284 dollars 575 pour les non-membres, excusez-moi, mais 284 dollars pour les membres, c'est-à-dire ça va du simple au double. Et même pour les CAPM, c'est 158 dollars pour les membres et 210 dollars pour les non-membres. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on devrait donner de son temps pour être volontaire? C'est que lorsqu'on devient volontaire, être volontaire nous donne l'occasion d'apprendre, d'emmagasiner de l'expérience. Et c'est une expérience qui, euh, qui peut être mise en valeur sur son CV ou bien sur ses profils sur les réseaux sociaux. Et donc, être volontaire, non seulement on donne de son temps, mais on apprend et
Ça nous permet aussi de pratiquer les standards de gestion de projet qui sont prônés par le PMI. Enfin, quelques statistiques à travers le monde, comme je l'ai dit, le PMI, c'est environ un peu plus de 700 000 membres à travers le monde, 222 pays et territoires, de 303 chapitres. Et là, nous avons la liste des certifications, du nombre de certifiés. Et nous avons par exemple 1 400 000, un peu plus d'1 450 000 certifiés PMP à travers le monde. Mais en RDC, toutes certifications confondues, nous avons environ 80, une quatre-vingtaine de personnes certifiées. Et donc, pour 100 millions d'habitants, c'est vraiment un chiffre qui est très bas. Alors, rapidement, quels sont les prochains rendez-vous à, quels sont les prochains rendez-vous qu'on aura dans les prochains jours? Très rapidement, même si je vais les rappeler à la fin de ce live. Premièrement, le samedi 20 avril, nous avons la conférence des membres où les membres auront l'opportunité de se rencontrer, de réseauter et de savoir un peu qu'est-ce que fait le chapitre, quels sont quel est le plan annuel du chapitre et ainsi de suite. Et les membres auront le temps de faire entendre leur voix. Et bien sûr, nous avons notre rendez-vous du dernier jeudi du mois, qui est le webinaire focus sur la gestion des projets. Ce sont nos deux prochains rendez-vous. Euh, Très rapidement, je vous présente les, les contacts du chapitre pour toutes les personnes qui aimeraient contacter le chapitre pour l'une ou l'autre raison, pour devenir membre, pour devenir volontaire et ainsi de suite. N'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci beaucoup pour votre attention et je voudrais juste rappeler que à, n'hésitez pas à poser des questions par rapport dans le chat ou bien dans le menu questions et réponses. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat et dans le menu questions et réponses et nous ferons le plaisir de répondre. Alors Théo, euh, nous pouvons maintenant commencer notre petit entretien. Et donc, alors, encore une fois, merci. Et est-ce que tu peux rapidement te présenter? Attends, euh, il faut allumer ton micro. C'est bon? C'est bon? Ouais, parfait. OK. Donc, bonjour pour ceux qui viennent de nous prendre de cours. Je suis Kwasi Théodore. Je suis ingénieur polytechnicien, option informatique. En fait, les polytechniques de Côte d'Ivoire, l'INPHB, forment des ingénieurs informaticiens, des ingénieurs télécoms et tout ce que vous voulez. Donc, en agronomie et un peu aussi dans le commerce. Donc, quand on vous Ok, forme, vous avez un diplôme d'ingénieur et l'option, c'est la spécification qu'on vous fait pendant la formation. Donc, vous passez d'accord. d'abord un tronc commun et c'est à la suite de ça que vous orientez. Voilà. Donc, Ok. j'ai à me présenter brièvement. Je ne sais pas si je dois continuer ou bien... Non, Donc, ça, c'est une bon, présentation vraiment très, très succincte. Mais il faut ouais, dire que très je suis succinct. marié. Je suis père de deux enfants. Un petit Ouais, garçon qui a 8 ans et une fille un peu plus ok, grande qui est en deuxième année. Voilà. d'accord. OK. 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 Et, alors, tu peux déjà, comme tu avais déjà anticipé, tu peux parler un peu de ton parcours académique. Euh, quelles- euh, tu es passé par quelles universités et un peu tout ça. OK. Bon, moi, je ne suis pas universitaire, hein. Je ne suis pas universitaire. Je vais déjà Ok. commencer depuis la base. OK. Donc, dans ma présentation, je vais vous donner un peu ma famille parce qu'elle est aussi importante pour pouvoir connaître quelqu'un. Donc, Ouais, ouais. je suis ivoirien. Donc, ivoirien, je suis à Caen et Baoulé. Donc, chez Ok. nous en Afrique, vous savez que nous sommes issus souvent de familles polygames. D'accord.
On est à peu près une vingtaine, hein. Ah, wow. Ouais. Je suis l'avant-dernier. On a à peu Oh, près une vingtaine et je suis l'avant-dernier. ok. Voilà. Donc, je suis né à Yamoussoukro. Donc, c'est là-bas que j'ai fait mon cursus primaire. Donc, il y a une école, pour ceux qui sont allés voir un peu la CAN au niveau de Yamoussoukro, il y a une école primaire qui est là-bas qui s'appelle Zahatan 2. C'est là-bas que j'ai fait mon cycle primaire. Et de là-bas, je suis allé à Tibissou, qui est une ville voisine, qui est pratiquement à 20 kilomètres. Donc, disons 20 minutes, sinon pas 20 kilomètres, mais 20 minutes. 20 minutes de route avec l'autoroute maintenant. Donc, de là-bas, je suis encore revenu à Yamoussoukro, au lycée scientifique et mixte. À l'époque, les deux écoles étaient fusionnées. Je préfère dire scientifique et mixte parce qu'il y a d'autres qui vont me dire, mais tu étais au lycée scientifique parce que tu as joué. Non, j'étais beaucoup plus dans la partie mixte, mais dans Ok, certaines activités, on fusionnait les deux écoles. ok, On bénéficiait des mêmes infrastructures et des mêmes profs. d'accord, Voilà. Donc, pour ce qui est de mon parcours professionnel, je vais le diviser en trois parties. Parce qu'avant d'accord. d'être ingénieur, j'ai été d'abord technicien supérieur. Ce Mhm. que beaucoup ne savent pas, j'ai été technicien supérieur en informatique industrielle. Donc, c'est Ok, là que, pendant les stages, je me rends compte que le métier que j'avais embrassé, que je voulais embrasser, je n'arrivais pas à trouver du boulot. Donc, ne voulant pas ok, rester à la maison, donc je suis un peu fanat de l'informatique. Donc, j'étais fanat de l'informatique. J'ai mon aîné qui a fait l'informatique. Et c'est comme ça, avec les amis qui étaient en informatique de gestion, j'ai commencé à apprendre à modéliser et à développer. ok. Donc, c'est déjà une passion. Donc, en 99, en tant que technicien supérieur, je rentre dans une première boîte, OK, qui s'appelle IVEX Technologies. Donc, j'arrive à IVEX, ils font de la maintenance informatique. Moi, j'ai fait informatique industrielle, qui a pratiquement pas les mêmes éléments, puisque moi, je suis plus électrotechnicien, électronique, électrotechnicien et asservissement. Donc, je faisais les programmations assembleurs, tout ce qui était processus, tout ça. Un peu comme ce que je fais maintenant avec des gens à l'usine. Donc, c'est un peu dans ce métier-là que je m'étais engagé au début. Donc, je fais mon Ok. stage et dedans, il crée, c'est-à-dire IVEX crée une sous-branche qui est DESCOM, qui était encadrée par un professeur de l'INP, docteur Assalé, donc qui est docteur en économie de l'énergie. Donc, le monsieur, il m'a apprécié dans ma façon de travailler. Il m'a dit, mais est-ce que toi, tu es sûr que tu fais de la maintenance? Parce que quand tu vas travailler, j'ai comme l'impression que tu fais autre chose. J'ai dit, oui, je vais faire autre chose. C'est parce que pour l'instant, je n'ai pas une autre activité. En attendant de trouver mes codes, je suis obligé de faire ça parce que je ne vais pas rester à la maison. Il me dit, OK, donc tu vas venir travailler avec nous. Donc là, c'est un prof de l'INP qui décide de travailler avec moi en 99. Après, maintenant, il me présente à mes patrons. Donc, il me représente à mes patrons en disant, OK, lui, il veut que je sois son second. 99, hein. Je dis, Ok. OK, je souris, je dis, mais attends, là, tu m'as surpris. Là. Il dit, oui, mais c'est comme ça que ça commence. Pose avec nous. Ok. 99, il dit, OK, donc je suis son second. Et avant la rentrée scolaire, il me dit, OK, comme tu veux bien faire les développements, essaie de passer le concours de l'INP, l'INPHB. Je dis, ah bon, c'est comme ça commence. Il dit, oui, vas-y. Donc, il me prépare. Il me prépare, je passe le concours et puis je suis admis. Je dis, OK, c'est parti. Donc, moi, j'avais l'encadrement de l'école et de côté, il me coachait parce qu'il avait des projets sur lesquels il souhaiterait que je travaille. Donc, 99, c'est l'année où il y a eu notre premier problème politique, où Ok. Guy Robert Noël vient faire sortir le président défunt Bédier qui est décédé tout récemment là. Oui. Après, juste après, il y a les élections. Donc, c'est l'École nationale de statistique qui avait en charge la mise en place de l'application de gestion des élections. Et ses camarades lui disent, donc, ils disent à Dr. Salé, essaie de trouver une application secondaire parce que ces gars-là, généralement, ils ont des trucs très lourds. Et lorsqu'on doit faire des compilations, ça prend du temps, ça prend du temps. On sait que tu peux trouver quelque chose rapidement. Donc, il m'appelle, il me dit, bon, mon fils, c'est comme ça qu'il m'appelle, mon fils, on s'arrange, hein, trouve-moi un gars de ta classe, arrangez-vous, trouvez-moi une application qui puisse répondre rapidement aux besoins. Donc, moi, je fais fanat, donc je fais mes modèles, et on commence. Et quand vous êtes jeune, c'est la fougue. Donc, on se lance dedans. Et à la fin, au moment où on programme les résultats,
Il sort après une semaine, non, pratiquement une semaine, 10 jours. Il sort, il me dit, tu sais ce qu'on a utilisé finalement? Je dis non, il dit, mais c'est ton application qu'on a utilisée. Sans même que j'ai un Wow. centime, j'étais l'homme le plus heureux parce que imaginez quelqu'un qui sort d'un BTS, qui rentre, qui commence sa polytechnique avec les gens et qui développe un truc avec des amis de classe et que son logiciel passe pour dire des résultats. Bon, c'était vraiment fantastique. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose dedans. Pour tout ce qui est élection, souvent, quand il y a les élections, les gens sont en train de dire, bon, c'est ceci, c'est cela, c'est compliqué. C'est rien d'autre que on a un découpage administratif qui est là, OK, dans lequel on a des bureaux de vote. Et à la fin, il faut faire la somme. Il faut vérifier d'abord que le nombre de votants n'est pas supérieur au nombre d'inscrits. Donc, ça, c'est le premier contrôle lorsqu'on donne les résultats. Donc, vous avez les champs qui sont à remplir. Donc, vous remplissez ça rapidement. Et puis, à l'après, c'est des divisions pour faire sortir des pourcentages. Là, juste ça. OK, Mais c'était quand même une satisfaction. Donc, OK, après, là, maintenant, donc, je fais Polytechnique. Je finis, je soutiens. Et puis, je suis retenu pour un stage à la SNDI, dans la Société nationale de développement informatique. Donc, j'arrive, j'ai encore cette chance-là. Je tombe sur un chef de département qui s'appelle Kwao Philippe, avec qui je continue de travailler toujours, parce qu'on a des projets parallèles ici. Donc, Philippe nous dit, OK, lui, il est en charge de la veille technologique du ministère de l'économie et des finances, OK, dans laquelle fait partie la Société nationale de développement informatique, SNDI. Il dit, OK, pour l'instant, nous, on a un problème ici. À l'époque, on devait être en 2003, 2004. Donc, on avait des liaisons spécialisées qui venaient de deux fournisseurs. Donc, lui, ce qu'il voulait, on voulait avoir une bande passante plus grande. Puisque nous, en Côte d'Ivoire, lorsque il y a la création d'un département ou bien d'une sous-préfecture, automatiquement, cette sous-préfecture devait être reliée au système d'information des dépenses et de paiement, qui est le SICFIP, donc le OK, système intégré de gestion des finances publiques. Ça, c'est depuis lors. Donc, une fois l'arrêté sort, automatiquement, la SND est saisie pour pouvoir mettre en place, connecter ce centre-là. Donc, il me dit, OK, je te dis de travailler maintenant sur les BSD. OK, donc c'est un système d'exploitation. Pour ceux qui font Unix, ils doivent connaître les BSD, mais spécifiquement OpenBSD. Donc, vous allez voir un système OpenBSD avec un poisson et un pistolet. Donc, des BSD, c'est celui le plus sécurisé. Donc, il me dit, OK, tu fais le couplage avec. Je dis, attends, couplage de deux bombes. Comment on va faire? Bon, on va se jeter dedans. Donc, on commence à faire des recherches. Je fais des recherches. Il me dit, bon, tu vas prendre ça comme ton thème de mémoire à l'école. Je dis, non, je vais voir Salé. Je dis à Salé, voilà ce qu'on me donne. Il dit, bien là, ça c'est costaud. OK. Donc, tu vas travailler avec les gars au laboratoire. Je dis, OK, on y va. Donc, on continue, on continue. Et puis, bon, à la fin, on arrive à trouver une solution qui puisse faire quand même le couplage de deux bombes. Et c'était à partir de quoi? C'était à partir des machines. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas des machines costauds. Hein. À l'époque, on avait quoi? Tu vois, c'était des Pentium, là, je ne sais même plus quoi, mais en tout cas, un yeah. petit Pentium, là, donc c'était des deux 4 mers qu'on avait insérés. Et puis, à l'intérieur, maintenant, on avait notre système BSD, OpenBSD. C'était la version 4, je pense bien, la version Mhm. 4, et qui a commencé à fonctionner. Donc, les gens ont vu un bon matin, ils arrivent. Ah, c'est rapide, c'est rapide. Voilà. Donc, Bon, ça, c'était ma première satisfaction. OK, Après, on dit, OK, il y a des projets en plein CNDI. Donc, en 2004, on dit, OK, tu es recruté, tu vas bosser maintenant pour nous. Donc, on est rentré avec, on était quatre de Polytechnique. OK. L'autre, il est DSI maintenant au Bénet, Donatien. OK, Donc, Donatien, lui qui était de MIAGE. MIAGE, c'est un peu le diplôme ingénieur au niveau de l'université. Donc, c'était cette OK. équipe-là. Et au niveau de notre département, donc notre département, c'était études et développement, la DEP, les gens ont commencé à faire une certaine jalousie. Donc, pour éviter que ce soit un problème, parce que chez nous, comme on faisait de la veille technologique, les gens se disaient, ils pensent qu'ils sont forts. OK? C'est pas qu'ils sont forts, ils pensent qu'ils sont forts. Donc, OK, ils ont démantelé carrément la veille technologique. OK. OK? Donc, on démantèle et moi, on m'envoie maintenant faire du développement pur.
OK. Donc, c'est comme ça que j'intègre l'équipe de la version V3 de SIGFIP. Donc, on met en place la version 3 de SIGFIP. À peine on finit. Donc, on finit en janvier. On a passé pratiquement 6 mois. 6 mois, 7e mois. Donc, janvier, février, mars. On ouvre un chantier maintenant sur Guinée-Bissau, sur Togo. Donc, Guinée-Bissau est demandeur de SIGFIP. Togo est demandeur de SIGFIP. Bénin est demandeur de SIGFIP. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'équipe, la nouvelle équipe de la version 3. Encore, on la subdivise. Donc, moi, je me retrouve à aller à Bissau. Mes autres OK. amis sont allés au Bénin et puis au Togo. Donc, en allant à Bissau, comme on travaille avec donc dans le SIGFIP, qu'on avait SIGFIP Sénégal, qu'on appelle SIGSEN, donc SIGFIP Sénégal a été fait par les Ivoiriens, OK. par nos aînés. Nos aînés qui sont actuellement, je pense qu'il y a 2 qui sont au Canada, donc des anciens de la SND aussi, donc c'est nos aînés polytechniciens aussi. Donc, ils nous demandent de faire escale au Sénégal. Donc, on fait escale au Sénégal et maintenant, ils nous forment. Ça, c'était une formation très accélérée parce que la version qu'on avait au niveau de la Côte d'Ivoire était carrément différente de la version du Sénégal. Et ce que les gens OK. voulaient, c'était d'avoir un système qui fasse en même temps et l'élaboration du budget, et l'exécution et le paiement. OK? Donc, on devait déjà travailler sur une semaine accélérée. Donc, je suis parti avec un DUT de Polytechnique aussi. Lui, c'est Jean-Marc. Donc, on arrive, on se fait former rapidement. Jean-Marc avait déjà travaillé sur Sixen, donc c'est un peu plus rapide pour lui. Donc, on repart maintenant à Bissau. Bissau, c'est un peu comme aujourd'hui, le problème qu'on a eu là. Donc, il faut être vraiment prévoyant. C'est ce que je préfère dire à nos jeunes frères. Il faut être prévoyant lorsque vous avez une activité, que ce soit projet ou tout autre. Donc, j'avais eu Didier un peu plus tôt. Il m'a dit, OK, on commence dans 30 minutes. J'ai dit, OK, mais voilà ce que je vais faire parce que il n'y a pas, oui, tu vois, c'est ça le projet. C'est une petite anecdote, mais elle est intéressante à savoir quand même. Tout à fait, tout Donc, à je dis fait, à tout à Didier, fait. non, bon, tu te calmes un peu. Là, il y a une coupure de courant, mais laisse-moi juste le temps. On va attendre encore 10 minutes et puis je vais monter, allumer le groupe. Donc là, j'anticipe. Je ne dis pas parce que j'ai un groupe qui fonctionne tout le temps. Non, j'anticipe. Je dis dans 10 minutes, je vais le faire avant la fin de l'heure, avant le début de la séance. Je monte, j'essaie d'allumer le groupe, ça ne passe pas. Je descends, je veux ouvrir mon capot pour faire sortir ma batterie, je suis au troisième. Je tire, ça ne passe pas. Donc, je dis, OK, je monte, je prends un t-shirt là, je monte, mets un guide et puis j'arrive. Donc, de la maison ici, comme je connais le temps, donc j'ai mis pratiquement 12 minutes. Habituellement, je mettais 17 minutes, mais j'ai voulu un peu plus vite. Donc, ça nous a permis de pouvoir démarrer vraiment à l'heure. Donc, c'est pour vous dire que dans un projet, ne soyez pas OK. sûr, sûr et sûr. Il n'y a jamais de certitude dans un projet. Même si ça OK. dépend de vous seul, individuellement, il n'y a jamais de certitude. OK, donc je Exactement. continue encore avec mon parcours professionnel. Donc, j'ai fini la partie BTS, je suis maintenant dans la partie ingénieur. Donc, on va à Bissau, on tombe dans un calvaire. Donc, nous, on est Ivoiriens, on a le courant tous les jours, on ne se soucie même pas. Je ne connaissais pas encore le groupe électrogène. En 2007, quand je partais à Bissau, je ne savais pas ce que c'était qu'un groupe électrogène. Je ne savais même pas qu'il y OK. avait des groupes électrogènes pour les ménages. Peut-être qu'on voyait ça pour les ascenseurs, peut-être qu'il y avait des problèmes, mais je ne savais rien de tout ça. On arrive, on a l'hôtel au début, on cherche des maisons, on dit, OK, nous, on veut des maisons avec l'électricité 24 heures sur 24. Donc, Bissau, ils parlent portugais. Moi, j'avais fait un peu l'espagnol, donc je m'arrangeais quand même à communiquer avec eux. Mais les autres qui avaient fait allemand et autres dans l'équipe, c'était fini là. Donc, j'étais l'interprète de l'équipe. J'étais un simple développeur OK. quand on partait. Donc, j'ai commencé à être déjà l'interprète de l'équipe. OK? Après, maintenant, on a un autre problème au niveau du projet. Donc, mon chef de projet, lui était un DUT, mais un ancien. Donc, il est plus ancien que moi. Il a fait Polytechnique aussi, mais un DUT. Donc, je fais les rapports régulièrement. Et puis, j'envoie sur Abidjan. Et un jour, au comité de direction, les gens se disent, OK, non, mais il y a un problème, mais non, il y a une faute ici. Pourquoi il a écrit ça? Il ne fallait pas qu'il dise ça. Donc, on appelle le monsieur, on appelle Jean-Marc. Jean-Marc dit, mais non, ce n'est pas moi qui fais le rapport. C'est Théo qui fait tous les rapports. En Donc, tout cas, notre DG qui dit, ah bon, donc tout ce qui était là, tout ce qu'on avait déjà eu,
tout ce qu'on a félicité, donc c'était pas toi. Il dit, non, mais ça, c'est pas bon. Je dis, OK. Donc, dès aujourd'hui, comme tu es le plus ancien, que tu es parti en tant que chef de projet, OK, on va faire monter Théo. Qui parle quand vous allez aux réunions, qui parle? Il dit, mais moi, vous savez que je ne comprends pas. Donc, c'était vivant. OK, si tel est le cas, tu laisses la place à ton collègue et puis vous allez diriger ensemble. Donc, c'est comme ça que j'ai appris un peu la section gestion de projet. Donc, vous dire aussi que vous pouvez avoir des gens qui sont peut-être côté diplôme, qui ne sont pas diplômés au même niveau que vous, mais sachez apprendre auprès de ces gens-là. Donc, moi, j'ai appris auprès de Jean-Marc. C'est vrai qu'il ne voulait pas prendre des risques, parce qu'il faut prendre des risques. Prendre des risques de pouvoir comprendre ce qu'on dit en finance publique dans une autre langue et chercher à traduire, travailler avec des équipes et puis avoir un résultat qui sort. Vraiment, c'était vraiment le bonus pour nous. Donc, des deux missions qui étaient allées parallèlement, nous qui avons un problème de langue, on a mis en exploitation avant l'équipe de Togo et de Bénin. Ah bon? Donc, OK, OK. voilà. Donc, Malgré tous les aléas qu'il y avait eu. oui, 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 parce que côté électricité, il faut dire qu'à Bissau, vous pouvez passer toute une, c'est même pas une journée, on passait des semaines sans voir même le courant. Donc, il y a des jours, on arrivait où, au niveau du ministère, on vous dit, OK, bon, il n'y a pas de carburant, mais nous, on était tenus par le temps. Donc, ce OK. projet-là, il était en charge avait pour sponsor l'Union européenne. Donc, vous connaissez les OK. projets avec l'Union européenne, c'est différent de la Banque mondiale. On va revenir dessus. C'est carrément différent de la Banque mondiale. L'Union européenne, c'est les réunions, c'est des documents, c'est des vérifications, vraiment à la lettre. Donc, avec ceux-là aussi, on a appris beaucoup de choses. Parce que c'est vrai qu'on avait eu une formation un peu préliminaire en gestion de projet à l'école, mais ça n'avait rien à voir. Ce que vous apprenez à l'école n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. C'est OK. vraiment deux fossés. Si vous devez vous focaliser sur votre travail de l'école et dire que vous êtes expert, oubliez ça. Oubliez. Et c'est ce qui fait le problème avec nos jeunes fois Oui. aujourd'hui. C'est ça qui fait le problème. Parce que l'étudiant, il sort, il dit oui, je suis master 2, je suis ingénieur, je suis ceci, je suis cela. Mais ton master 2 ne vaut absolument rien. Il ne vaut Et absolument rien. Les plus humbles, je pense que les plus humbles dans tous les corps métiers ici, je pense bien que ce sont les médecins. Le médecin, quand il sort, il sait qu'il ne sait rien. Parce que même l'infirmier qui va trouver là-bas, l'infirmier sait mieux que lui. Lui, il a une capacité d'adaptation, de réflexion plus rapide que celui qui n'a pas été formé pour. Mais il va arriver des moments où il faut être vraiment humble à lui demander, dans tel cas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on finit Bissau déjà. Donc, c'est toujours mon parcours, il est un peu long quand même. Mais c'est ça, nos Didier. ouais, Donc, ouais, j'ai ouais, fini Bissau, je reviens sur Abidjan, OK, parce que j'en avais un peu marre de rester loin, parce que tout jeune, on commence avec une famille. Donc, vous voyez déjà l'écart entre ma fille et mon petit garçon, c'est pratiquement 12 ans entre les deux. Donc, j'ai dit, ouais. OK, OK. je rentre. Donc, je rentre et puis on a fait quelqu'un d'autre derrière moi. Je dis, OK, donc on commence à le coacher. Donc, de là, on coachait ceux qui étaient à la Bissau toujours. Donc, on me nomme chef de projet au ministère du Commerce. Il y avait un schéma directeur à réaliser là-bas. Je dis, OK, c'est quelque chose de nouveau encore. OK, on va y aller. Donc, c'est toujours des challenges. Donc, quand vous avez le challenge, ne vous dites pas non, je ne peux pas. Allez-y, cherchez des gens qui ont déjà pratiqué et puis documentez-vous. Vraiment, documentez-vous. Lisez tout ce que vous pouvez trouver par rapport à ce domaine clé que vous n'avez jamais embrassé. Donc, j'y vais. Donc, on envoie maintenant les spécialistes. On commence le schéma directeur ensemble. Parallèlement, au niveau de la SND, il y a un schéma directeur de l'université qui commence. OK. Et encore, on me met de l'autre côté là-bas, on dit, bon, tu vas suivre. Donc, parallèlement, moi, je faisais et mon schéma directeur avec mes équipes, mes spécialistes qui sont arrivés pour faire le schéma directeur. Et j'étais membre d'une autre équipe au niveau de l'université. Donc là, je prends encore des galons par rapport à ce que je dois connaître dans mon métier d'informatique. Donc, comme nous, on a été formés de façon généraliste pour être polytechnicien, vous savez un peu tout. On vous met en branle sur n'importe quel sujet. Vous devez pouvoir dire quelque chose. On ne vous dit pas de dire juste, mais dire quelque chose. Puisez dans ce que vous avez comme bagage intellectuel. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. On parle de IA. Quand on parle de IA, moi, je rigole. Je dis, mais attends,
qu'est-ce que les gens viennent de découvrir? C'est le soleil ou bien quoi? Parce que ça existait depuis. On a eu ça comme matière à l'école. Maintenant, tout le monde parle, c'est IA, IA, IA. Tu fais un dessin, c'est IA. Qu'est-ce qui se passe? Donc, OK. Donc, moi, je quitte là. On finit le projet, on met en place les premiers projets, donc les sous-projets du schéma directeur informatique. Et on m'enlève là encore, on m'envoie pour faire bourse. J'ai dit, mais attends, finalement, qu'est-ce que les gens me veulent? Je commence la bourse, donc la BRVM d'Abidjan, là, donc les premières applications, me dit, OK, tu es pas chef de développement, tu travailles avec les autres qui sont là-bas. OK, on commence à faire les modèles. Et puis un jour, je vois quelqu'un qui m'appelle, je vois un numéro 242, je décroche, je dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est présenté dans ces messieurs Issa? Il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, que je dois venir, tout ça. Parce que pour lui, je dois arrêter mon poste et venir. Il finit, je dis, OK, je vais voir, je vais voir. Et puis j'oublie. OK. Une semaine après, le monsieur me rappelle. Il me rappelle et je vois que mon frère me parle de ce même projet. Il me dit, mais il y a un monsieur qui t'a appelé, mais tu ne décroches pas. Je dis, attends, comment toi tu sais que le monsieur m'a appelé? Donc le gars, il a pris vraiment tout ce qui était comme renseignement juste pour OK. pouvoir avoir quelqu'un dans son équipe pour aller travailler en RDC. OK. Donc j'ai dit, OK, si c'est là-bas, il n'y a pas de problème, on va y aller. Donc ça, c'est la partie vraiment brève. Peut-être qu'on va rentrer dans le détail. Donc après RDC, on travaille sur la chaîne de la dépense de 2011 jusqu'à 2016, je pense bien. Jusqu'à 2016, jusqu'à février-mars 2016, où on clôture le projet PRCG. Et puis en mai, on m'appelle ici encore au niveau de la RC, donc à Brazzaville. Il y a un projet qui avait commencé avec EY. Ils avaient fait 6 mois, zéro document signé. 6 mois, avec des Wow. experts de EY. Donc j'arrive, on me présente tout le projet. Je dis, OK, est-ce que tu es sûr de pouvoir sauver ce projet? Je dis, on va essayer. On va essayer. Donc on démarre, donc je démarre avec eux. Premier mois, je fais sortir 3 documents. Donc, en temps, il venait d'avoir les élections. Donc, si on n'avait pas de livrable pendant cette période, on sortait du projet. C'est sûr. Si vous avez fait 6 mois, 7 mois sans pouvoir produire le minimum de documents, quand il y a une nouvelle administration qui arrive, sachez que vous allez partir. Donc, c'est comme ça C'est qu'on a clair. sauvé le projet. Et c'est le projet que vous voyez aujourd'hui qui arrive à payer la solde et tout ce qu'on fait ici. Dois-je continuer D'accord. jusqu'à... Ou bien je... Euh, non, mais là, on est en quelle année? Là, on est en 2016. 2016, oui. 2016. Donc, je suis arrivé ici en mai 2016, mai-juin 2016. On a eu les OK. premiers documents signés en juillet. Oui, juillet 2016. Donc, après maintenant, donc EY va me céder. Donc, j'arrive. EY maintenant va me céder le poste de chef de projet. OK. Ils sont contraints, ils sont maintenant contraints, ils disent OK. Ils ont fait une réunion avec mes boss pour dire OK, tel qu'on voit les choses. Parce qu'il y avait une équipe aussi du Cameroun qui était là, des gens de Oracle. Donc, ils ont décidé ensemble de dire, OK, bon, on laisse la gestion du projet à Kwasi Théodore. Voilà. Donc, après, là-bas, le projet, il avance bien, on a des problèmes, on reviendra dessus. Donc, on me nomme ici en même temps. Donc, parallèlement aussi, j'ai oublié, parallèlement, il y avait une migration qui avait démarré ici avec l'équipe de Bureau donc les gens de Iris. Donc, il y avait un segment du groupe qu'on appelle Nescom. Donc, c'est eux qui payent maintenant Sage X3. Là, je ne suis pas ERP. Jusque-là, je n'ai pas parlé d'ERP. Donc, je ne suis pas ERP. On paye notre ERP X3 et puis ça commence à prendre de l'aile. Donc, on dit, OK, monsieur, comme vous êtes en train de sauver le ministère de l'autre côté là-bas et que ici, c'est ta maison, Donc, tu es carrément le pompier de service. peut-être, je veux pas être pompier. Donc, on me dit, OK. Donc, comme tu es en train de sauver le projet au ministère, alors viens, tu vas terminer ce projet. Donc, c'est là que j'ai repris. J'ai repris. Donc, on me nomme directement directeur. On me dit, OK, dès aujourd'hui, tu es notre directeur. Tu vas t'occuper. Pas le DSI. Pas le DSI d'abord.
directeur des opérations. Il commence d'abord par directeur des opérations. Je dis, mais là, ça fait trop long, tout ça. Non, mais tu vas essayer tout ça. Je dis, non, parce que là, j'ai le projet là-bas. On dit, OK, c'est pas grave, mais assume pour l'instant. Mais si tu veux, parce qu'on ne peut pas te donner le poste de directeur, parce que l'autre, celui de bureau top, comme il y a bureau top qui est purement technique, il va avoir un clash peut-être entre vous. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça que je commence avec le directeur des opérations. Et après, on me confie la société qui est en charge le projet au niveau du ministère. Et voilà. Donc, vraiment, voilà, de façon résumée, un peu mon parcours. Bien. En tout cas, bon, on va un peu sauter, mais juste OK? savoir par rapport à ce que tu fais maintenant, OK? euh, c'est, c'est quoi ton travail actuel en tant que DSI et directeur des opérations? OK. Donc, déjà, je suis en train de vous dire qu'on travaille sur des ERP. Donc, une des questions serait, mais votre ERP comprend quoi comme module? Ok. Voilà. Donc, on a les négoces, donc achat-vente. On a un volet production. Après, on a la comptabilisation. Donc, qui dit comptabilité, c'est comptabilité analytique, comptabilité générale et puis l'immobilisation. Donc, c'est pratiquement tous les corps métiers qui sont regroupés au sein de cette application-là. Donc, moi, en tant que DSI, le DSI, c'est DSI au niveau du groupe. On me Ok. nomme DSI au niveau du groupe pour pouvoir comprendre les menaces qui sont en cours au niveau du groupe, au niveau de chaque entité. Donc, dans chaque entreprise, donc je vais citer quelques entreprises, vous avez MBTP, vous avez Bureau-Top, vous avez Select, vous avez Bacodim, vous avez Infracom, vous avez Nescom. On a pratiquement une quinzaine d'entreprises au niveau de ce dossier-là. Donc, les plus importantes aujourd'hui, on a ITE qui fait la production. Donc, côté production, on a deux entreprises. On a MBTP qui fait la production du béton. Donc, quand vous arrivez à Brazzaville, vous avez un bâtiment qui est non loin des ministères des Finances, à côté de la banque BSK. C'est eux qui ont construit ça. Vous avez le béton qui a été utilisé pour construire l'ambassade des États-Unis. Donc, en fonction des Ok. normes, donc, qui dit la production, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas forcément produire une voiture ou bien non, non, non. C'est d'avoir, c'est de maîtriser les composants qui permettent de produire quelque chose, un produit final. Donc, on peut prendre, voilà, heureusement que j'avais demandé. Donc, ça, c'est un de nos produits. C'est pas fait la publicité, hein. C'est un de nos produits. Donc, si je prends cet exemple-là, pour faire ce produit-là, on a les préformes, on a de l'eau qui est une matière première aussi, les préformes, une matière première. Vous avez l'écriture qui est dessus, vous avez la colle, vous avez le bouchon, et puis vous avez les machines et les hommes. Donc, c'est tout cela qu'on essaie d'optimiser. C'est-à-dire, Oui, quand on fait une production, on doit être à ok, même de savoir le coût réel de notre production. Est-ce qu'on prend en compte l'électricité? Est-ce qu'on prend en compte les hommes? Est-ce qu'on prend en compte les gens de l'administration? Donc, c'est un peu ça. Après ça, vous avez le stock. Voilà. Donc, quand vous êtes nommé directeur des opérations, ça veut dire que vous avez une vision globale sur tout ça. Donc, ça veut dire que moi, je me lève le matin, généralement, vous pouvez ne pas me voir ici. Je me lève le matin, je peux rester au niveau de ma maison. Donc, j'ai ma connexion, puisque mon application est en cloud. Donc, je n'ai vraiment pas besoin de venir ici. Et en fonction des travaux que nous avons démarrés avec nos équipes, on essaie de planifier, de voir autour de nous qu'est-ce qui s'est fait. Parce que dans les entreprises, quand vous avez ces genres de postes-là, si vous n'allez pas vous-même observer, personne ne viendra vous le dire. OK? Personne ne viendra vous le dire. Parce qu'il faut chercher déjà le problème pour pouvoir le résoudre. Si vous n'avez pas un problème, vous n'allez jamais rien résoudre. Si vous attendez que les gens viennent avec des problèmes, ça veut dire que le problème a dépassé déjà beaucoup de stades pour lesquels vous pouvez y exactement, remédier rapidement. C'est un peu exactement. ça. Ouais. Donc, maintenant, en Ok. tant que directeur informatique, ça c'est au niveau général. Donc, vous avez une vision générale. Votre objectif, c'est de faire quoi? C'est de mettre à disposition toutes les ressources que peuvent avoir besoin les employés ou bien, euh, oui, les employés de chaque département. Donc, vous devez gérer d'abord aussi, évaluer, parce qu'au niveau des entreprises, on a ce qu'on appelle des chartes.
Donc, vous avez une politique de sécurité qu'il faut faire évoluer parce que les risques, c'est tout le temps. Il faut faire évoluer. On a le support utilisateur qu'on essaie de faire donc, par rapport à notre ERP aussi. Là, on travaille avec une structure, donc un cabinet qui nous accompagne, qui est tunisienne. Tu vas me dire encore la Tunisie. En tout Oui, cas, non, pas de commentaires. voilà. Effectivement. Donc, je travaille avec ces consultants-là. Je vais vous donner peut-être, je vous fais une anecdote ici. On avait travaillé avec une société marocaine. Ce n'est pas pour dénigrer un pays ou quoi que ce soit. On travaille avec une société marocaine. C'est eux qui commencent avec CGX3 ici. Ils nous ont vendu vraiment la plus belle fleur qui pouvait exister. On démarre la mise en exploitation, je pense, en 2006, non, 2016, non, 2016, non, 2024, 2016, 2017, par là. Et puis, les gars, ils disparaissent en décembre. On doit commencer la mise en exploitation en janvier. Les gars, ils vont faire la fête en fin d'année. On reprend la nouvelle année, on appelle les gars, ils ne répondent pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Un chef de projet. En fait, ce qui m'a rassuré, qu'est-ce que j'ai dit à mes gars? Quand les gars partaient, on a fait une réunion avec eux. Je sentais qu'ils n'allaient pas revenir. Donc, Mais, c'est mais le bureau de mes gars pourquoi? juste à C'est ça côté, la là. question. Oui, parce que on était sur une nouvelle version de l'ERP, la version 7. Ils quittaient la 6, donc la 6 s'enclitait en client-serveur vers un environnement 3 tiers. OK? Donc, ils n'avaient pas déjà cette maîtrise. Lorsqu'on est allé faire des formations, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Parce que pour quelqu'un qui maîtrise, quand il est en train de te former, tu sens l'aisance. Tu sens qu'il est à l'aise. Mais quand vous commencez à chercher et que toi-même qui es l'apprenant, tu commences à trouver des éléments avant lui, il y a un problème. Donc, on rentre, c'est le même travail qu'ils font et ils ne s'en sortent pas du tout. On dit, OK, c'est pas sûr qu'ils reviennent. Donc, j'appelle mes gars dans mon département, je les appelle, je dis, bon, on a un problème, mais on ne peut pas faire marche arrière. C'est beaucoup d'argent qui a été investi. C'est vrai que je ne suis pas là tout le temps parce que je suis au ministère, je suis à fond dedans au ministère, mais je ne peux pas vous laisser tomber. On va aller, on va démarrer. Donc, on démarre avec le noyau. Et puis, un jour, comme ça, dans ma richesse sur les nets, je tombe sur quelqu'un, je chatte, hein, je chatte. Je pose mon problème, le gars, il répond. Je pose, le gars, il répond. Je dis, ah, super. Donc, le gars, il accepte de m'aider. Donc, voilà, c'est ça aussi des risques. Hein. C'est-à-dire que le gars pouvait m'aider et puis s'emparer de tout ce que j'avais et puis faire du chantage. Mais il n'a pas fait. Donc, c'est cette confiance-là. C'est un risque. En gestion de projet, il y a des risques. Vous allez me dire que ce n'est pas un risque à prendre, mais il fallait prendre ce risque-là. Donc, je prends le risque et c'est le gars avec qui je travaille aujourd'hui. Aujourd'hui, je dors OK. tranquillement, j'ai moins de stress et tout mon groupe est à l'aise. Donc, ça fait pratiquement OK. 56 ans que je travaille avec eux et tout se passe bien. D'accord. D'accord. Et dis-moi un peu, comme tu gères un peu, je veux savoir quand même quelle est la différence entre gérer les projets de manière classique et gérer quand tu dois gérer sur plusieurs pays. Que- Comment est-ce que tu as eu à appréhender cette complexité-là? OK. Je veux dire, il faut être prédisposé d'abord pour pouvoir aller sur ce genre de challenge. Parce que quand vous êtes dans le domaine classique, c'est-à-dire que vous avez une seule entreprise que vous gérez au niveau local, ça a l'air plus simple. Mais pour moi, je dirais que tout est pareil. Tout est pareil. Parce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire même dans la date T, vous n'êtes pas dans tous les départements. Donc, c'est ce que je me dis d'abord. Je suis Kwasi Théodore, j'ai mon département au niveau de Brazzaville. J'ai travaillé en RDC, je connais un peu la RDC, donc je connais un peu comment mes collaborateurs travaillent là-bas. Donc, je fais la première des choses quand on te nomme comme ça. Moi, je fais le tour. J'ai commencé à faire le tour de toutes les structures. Je n'ai pas voyagé pour aller soit au Bénin, en Afrique centrale, parce que c'est des projets qui sont nés après. Donc, je fais le tour quand même pour voir comment est-ce que les gens travaillent, pour pouvoir réagir lorsqu'il y aura un pépin ou bien lorsqu'il y aura des projets, lorsqu'il y aura à développer quelque chose dans ces domaines-là. Et l'autre chance qu'on a aussi, c'est que tous les sièges des entreprises sont au niveau de Brazzaville. Donc, ça veut dire que c'est Brazzaville qui réfléchit et qui dispatche au niveau des autres localités. L'autre challenge que vous avez, quand vous avez des solutions comme les nôtres,
et que vous êtes sur plusieurs pays, il faut faire attention parce que au niveau organisationnel, les choses ne sont pas les mêmes. Au niveau impôts, taxes et tout, rien n'est pareil. Déjà, quand vous prenez la RDC et que vous venez ici, c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas parce qu'ils sont voisins qui s'appellent les deux Congos que les gens pensent, parce que c'est ce que les gens font. Quand ils entendent Congo, on dit non, c'est Brazzaville. Non, non, c'est pas C'est la Brazzaville, même c'est… chose. Voilà, on dit c'est la même chose, mais c'est carrément différent. Donc, il faut Ok, voir ce domaine-là et puis se dire, OK, on va y aller. Mais le côté classique, si on était dans un système vraiment classique ici, je pense que je ne serais pas le DSI parce qu'on a l'équipe de Bureau Top avec toutes les techniciens qu'il y avait là-bas, qu'il y a encore actuellement. Donc, je ne serais peut-être pas le directeur du système d'information. Donc, ils ont préféré plutôt me mettre un peu au-dessus parce que j'avais une vision plus généraliste et je rentrais dans chaque corps métier. Voilà. ok, C'est-à-dire que moi, je peux aller à l'usine, je suis à l'aise à l'usine. Je vais au stock, je suis à l'aise. À la vente, je suis à l'aise. Je vais au ministère, je suis à l'aise. Donc, c'est ça, il faut être vraiment polyvalent pour pouvoir faire ce genre de projet et de ce genre de responsabilité. ok. Mais je vois que vraiment, tu nages dans la gestion de projet. Tu... Alors, je voulais quand même savoir quel est ton, comment dire, excusez-moi, comment est-ce que quelles sont tes premières expériences de gestion de projet? Et, Ma première, oui, ouais. et surtout, comment est-ce que tu as ta courbe d'apprentissage dans le domaine? C'est-à-dire que tu as eu tes premières expériences, après tu t'es rendu compte que peut-être tu ne faisais pas les choses correctement. C'était comment ça s'est passé? OK. Là, peut-être que tu varies un peu. Donc, je veux dire, ce changement-là, ce changement pour adopter un peu les bonnes pratiques de gestion de projet avec le PMI, je pense que j'ai vu cette insuffisance-là lorsque j'ai commencé avec vous, avec la CDP. Je pense que je vous ai dit quand je suis revenu. Oui, parce que je travaille avec Didier. Donc, on travaille avec notre directeur de projet à l'époque, Didier Moussete, qui est aujourd'hui député, je pense bien, Ok, au niveau de la RDC. Donc, il était un peu mon mentor dans la gestion de projet. Donc, lui étant formé en France, il avait une bonne pratique de tout ce qui était documentation. OK? Et puis, nos équipes qui sont arrivées de la Tunis, ils avaient aussi un ensemble d'éléments que moi, je ne disposais pas. C'est vrai que j'avais été formé à l'école en gestion de projet. J'ai appris, comme dirait l'autre, j'ai appris sur l'état la gestion de projet avec les documents modèles de la SND, mais ce n'était pas suffisant. Donc, dès qu'on commence la première année, c'est là que je demande à faire une formation sur la gestion des projets. Donc, quand je pars en vacances en décembre, donc on a commencé, moi je suis arrivé en septembre. En décembre, lorsque je suis rentré en décembre, pour mes vacances, j'ai dû prolonger pour suivre cette formation-là qui a duré pratiquement une semaine. Donc, ça m'a fait à l'époque, c'était à 3 000 dollars que j'ai fait payer par mon entreprise pour pouvoir faire cette formation. Là, maintenant, quand je reviens et qu'on démarre, je suis beaucoup plus à l'aise. C'est ce qui a fait que, si vous avez remarqué, après décembre, moi, je suis arrivé en septembre. Après janvier, j'ai été un peu plus flexible et puis plus rapide par rapport à la production des documents. Voilà. Donc, c'est ok, quelque chose qu'il ne faut pas laisser tomber. Même si vous pensez que vous avez le talent, que vous pensez que vous savez un peu tout, d'abord, vous ne savez pas grand-chose, mais allez, une fois que vous savez quelque chose, quand vous allez faire la formation, vous voyez l'impact direct. Vous voyez l'impact de ce que ça peut vous donner. ok, ok. Et donc, tu as suivi un cursus, euh, de- tu as appris les standards de gestion de projet selon PMI, c'est ça? Oui, exactement. Ok, ok. Alors, quelle est ton expérience en RDC? OK. La Parle-nous RDC, de ton expérience en RDC. OK, je pense que c'est une expérience partagée parce que je pense qu'il y a pas mal qui sont connectés là, qui ont travaillé avec nous sur ce Ok, projet-là. Donc, moi, j'arrive en 2011 pour travailler sur la chaîne de dépenses. Donc, je ne prends pas le gros risque de démarrer directement. Donc, étant déjà à la SND, pour le lancement, je pense que le lancement a eu lieu en juin ou bien en juillet à Lumbashi. Donc, j'ai pris mes congés
j'ai pris mes congés, j'ai pris 2 semaines de mes congés. Je suis venu voir le projet parce que le monsieur me harcelait tellement. Et comme il avait commencé à impliquer mes aînés, que je respectais beaucoup, puisque je dis que je suis l'avant-dernier, donc je suis pratiquement le dernier, le bébé là. Donc quand il parle, quand 2, 3, 4, 5 commencent à parler, bon, ça devient trop, tu n'arrives pas à vivre. Donc je dis, OK, je viens voir. Donc c'est comme ça que j'ai fait le déplacement et puis on a fait le lancement de ce projet. Au niveau du lancement, j'avais constaté qu'il y avait un petit manquement, OK? Il y avait un petit manquement. Je dis, bon, OK, ça c'est ma vision personnelle. Donc, je suis rentré à Abidjan et puis me préparer pour venir aborder le projet. Dans le projet, on avait au départ, je pense, on avait Bandundu, la province de Lubumbashi, et puis Bukavu. Donc, on avait Ouais, les 3 premières provinces, les 3 provinces qu'on appelait les provinces pilotes. Donc, on démarre avec la province de Lubumbashi. ouais, le Donc, au Katanga, moment ouais, à de... l'époque. Ouais, C'était quoi? Oui, c'est ça, Katanga. OK, ouais. merci. Donc, Katanga, donc on commence avec la province du Katanga. Donc, on arrive au moment où on doit déployer tout notre arsenal. On se rend compte que au niveau organisationnel, les gens n'étaient pas prêts. Je me dis, un projet qui est financé à ce coût-là, Ok. et on arrive, on fait le lancement ici, on démarre ici, et les gens ne sont pas prêts. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de problèmes. Donc, on rentre, c'est là qu'on est rentré sur Kinshasa. Ils font une autre réunion, ils délèguent la première province, la province du Bandundu. Donc, on arrive dans un environnement où il y a presque pas d'électricité de façon constante, pas de moyens de locomotion, donc on n'avait pas de véhicule. À l'époque, c'était les Toleka, donc c'était le vélo. Oui, mais il faut que les jeunes Ouais. comprennent, hein, parce que nous, bon, oui, on se déplaçait à vélo, Didier il est là. Mhm. Didier est là. Donc, on se déplaçait à vélo, c'est-à-dire que tu prends le taxi que tu dois prendre, c'est un vélo, tu es assis derrière un vélo et on te conduit jusqu'au ministère. Et quand il pleut, il pleut, tu as la boue, tout ça. OK? Tu arrives au ministère, quand il pleut, personne ne vient au boulot. Donc, on a cette première expérience-là de voir que ce que vous savez, c'est l'environnement dans lequel vous évoluez correctement, il peut changer et qu'il faut s'adapter obligatoirement. Donc, notre Ok. première adaptation, ce fut à ce niveau-là aussi. Donc, on a démarré le projet, OK? On a fait une mise en exploitation. Pendant les élections aussi, il y avait les élections en RDC. On était obligé de venir faire la formation des acteurs, où ça? En République du Congo, ici. Donc, on déplace les gens de Bandundu jusqu'à Kinshasa. De Kinshasa, on les fait traverser jusqu'ici pour venir faire la formation parce qu'il y avait Mhm. des délais avec la Banque mondiale. Donc, eux, ils étaient un peu plus rigides par rapport aux délais, mais nous aussi, on devait suivre. Nous, en tant que prestataire, on devait suivre. Donc, ça, c'est la partie Bandundu. Et après, les changements, les nombreux changements qui ont impacté beaucoup ce projet-là, pratiquement tous les projets AEDC sont impactés par les nombreux changements parce qu'il n'y a pas de stabilité au niveau organisationnel. Si vous n'avez pas de stabilité au niveau organisationnel et que chacun veut apporter ce qu'il sait alors qu'il y a des trucs qui sont déjà balisés, quel que soit tout, vous n'allez pas avancer. Dans ce projet-là, il y a une première Exactement. phase, OK, des problèmes d'électricité. Et Euh, après, une deuxième phase où le projet, le même PRCG, finance encore le matériel, finance le matériel. Parce que tenez-vous bien, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand vous avez un gouverneur qui arrive, il a ses ministres. Quand le gouverneur il part, même le combiné de téléphone, les gens vont avec. une seconde, Théo. Je dois juste brancher, c'est comme tu disais là, les aléas de, Les dernières des minutes, hein. projets. Ouais, moi aussi, je n'ai pas d'électricité. Une seconde, je dois OK. juste me brancher.
Voilà. OK. Donc, on en était à notre On attente était à Bandundu. congolaise. Voilà, Oui, donc à c'est une première Bandundu, oui. expérience déjà. Donc, on quitte Bandundu et puis on attaque directement. Je pense qu'on est parti dans la province du Katanga. Donc, on arrive dans la province du Katanga. Donc, cette fois-ci, on a tout le gouvernorat qui est mis en place. Donc, Katanga, je pense on a vraiment bien travaillé. On a bien travaillé. Mais peut-être que tu me poseras la question de savoir pourquoi jusque-là, tout est tombé à l'eau. Je pense qu'on va mettre ça à la fin. Donc, on Mhm. finit Katanga. Donc, je vais préciser un peu. Si ce projet, ce n'était pas que seulement l'application, on avait un réseau d'interconnexion avec les ministères. Le grand problème avec les ministères là-bas, c'est que pour pouvoir avoir un bâtiment qui soit un bâtiment du privé, il doit être installé pour le compte des services administratifs. Donc, sachant que ce bâtiment n'appartient pas à l'État, vous voyez que lorsque vous faites cette liaison-là, c'est du gâchis pratiquement. Parce que cette liaison, le monsieur peut du jour au lendemain chercher à récupérer. C'est ce qui s'est passé aussi à Bukavu, au Kasaï. Donc, dans la deuxième phase du projet, au Kasaï, c'était pratiquement là, c'était une liaison fibre optique. On avait installé pour interconnecter les principaux bâtiments. Au niveau du Katanga, là, c'était Etienne, c'était les WiMAX qu'on avait installés. De même qu'à Bukavu aussi, avec les collines et autres, c'était des WiMAX qu'on avait installés. Donc, c'est un projet qui nous a vraiment appris beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'on faisait du réseau, mais là, on rentre dans une autre configuration où on est obligé de tout toucher. Donc, je me retrouvais souvent en mission où je devais travailler à la place de nos spécialistes qui faisaient les IP, les téléphonies IP. Donc, j'étais obligé maintenant de bosser. Je travaillais sur tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement application, mais vraiment, c'est là qu'on voit le côté poli de la personne, quoi, polydisciplinaire. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tu dois pouvoir intervenir, agir. Et vous avez aussi le client, vous avez le support qui était représenté par, comment on appelle votre entreprise, la C2I. Donc, vous avez les gens de la C2I qui vous martelaient aussi. Fallait répondre. Et les clients de l'autre côté, donc les utilisateurs finaux, ils se plaignaient tout le temps parce que les connexions n'étaient pas aussi parfaites que ça comme on l'a aujourd'hui. Je veux dire, si le projet doit se faire aujourd'hui, là, on ne serait pas qu'on ait une infrastructure. Sera pour l'État. En ce moment-là, vous avez cette garantie-là de ne pas dépendre de l'extérieur. Parce que généralement, quand vous avez votre connexion Internet est stable, c'est Allô, Théo? 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 Je crois qu'on a un problème de connexion. Alors, bon, je crois que notre invité a un problème de connexion. Alors, en attendant qu'il puisse revenir vers nous, je peux peut-être répondre à quelques questions qui ont été posées dans le chat. Euh, une seconde, s'il vous plaît. Euh, alors, l'abonnement effectif annuel, il est de 129 dollars à payer sur le site du PMI. C'est 129 dollars pour les professionnels. Alors, je vous prie de m'excuser.
une seconde. Merci. Alors, je disais que l'abonnement annuel revient à 129 $ l'an pour si c'est le premier abonnement et que il est à payer sur le site du PMI. Le site du PMI, c'est www.pmi.org pour ceux qui ne, ne le connaissent pas. Alors, notre invité a eu des petits problèmes de connexion et donc il est en train d'essayer de se reconnecter. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser, que ce soit dans le chat ou bien dans le menu questions-réponses. Comme je l'ai dit, les prochains rendez-vous avec le chapitre, ce sera le 20 avril. Le 20 avril, ce sera la rencontre des membres. Comme on a dit, l'un des avantages d'être membre, c'est que on étend son réseau, donc ce sera l'opportunité de se rencontrer, de réseauter euh, et de voir un peu et de pouvoir discuter au courant de cette rencontre. Ce sera le 20 avril euh, de 12 heures, si je me rappelle bien, ce sera de 12 heures à 16 heures, à 15 heures, pardon. Euh, et donc, ce sera une occasion aussi pour le PMI, pour le chapitre, d'exposer le plan annuel 2024. Et donc, le chapitre va un peu parler de ce qui est attendu comme activité pour 2024. Et là, les membres auront l'occasion les membres auront l'occasion de découvrir qu'est-ce que le chapitre prévoit pour 2024 et surtout, les membres auront l'occasion aussi de faire des propositions. Faire des propositions comment sur, sur quels sont les genres d'activités dont ils ont besoin, qu'ils aimeraient avoir, qu'ils aimeraient voir le chapitre organisé, et ainsi de suite. Ah, Théo, merci Théo, tu es de retour. Les aléas des projets. Voilà, donc vraiment, il faut se prémunir de tout, hein. Donc, moi, ce que j'ai Exactement. fait, heureusement que j'avais, donc ça, j'utilisais la connexion du bureau, OK? OK. Donc, j'ai dû utiliser ça, ce modem-là. Après, c'est le téléphone. Là, maintenant, c'est le téléphone qui passe. Tout Donc, il faut à dire fait. que dans un projet, c'est un peu comme ça. Donc, quand on a travaillé aussi pour pouvoir diminuer nos coûts par rapport à nos interventions, parce que vous voyez déjà la distance, on quittait Kinshasa, prendre un vol pour aller à Bukavu ou bien pour aller à Lubumbashi, à un moment, c'était fatigant. Au début, vous êtes jeune, vous vous dites, OK, ça fait bien, le monsieur est toujours en deux avions, c'est beau à entendre. Mais après, le corps ne suit plus et puis vous accumulez la fatigue. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était d'utiliser un peu à la fin, ce qu'on faisait, c'est qu'on achetait des téléphones pour les opérateurs du projet qui avaient une OK. petite connexion là-bas et on passait par leurs ordinateurs pour pouvoir faire des maintenances. C'est ce qui nous a beaucoup aidé vers la fin. Parce que si on ne faisait pas ça, c'est vraiment, on ne s'en sortirait pas. D'accord. Donc, c'est Et pour parler un j'imagine peu des aussi projets. en termes de coûts, c'est. Oui, en termes de coûts, je veux dire, quand vous avez un projet en RDC, si vous n'avez jamais fait de projet en RDC, que vous avez à travailler sur plusieurs provinces, passez un moment pour quantifier avant de faire des coûts
soit trop exorbitant, donc au-delà de ce qui doit être, ou bien vraiment vous n'arrivez pas à assurer votre projet. C'est sûr, si vous ne connaissez pas le pays, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce que quand vous avez qu'une seule compagnie qui dessert, à l'époque, on avait une seule compagnie qu'on devait utiliser chaque fois pour faire nos voyages. Et il était arrivé un moment même, je ne sais pas, on était obligé de prendre même, on était monté en business class pour pouvoir faire une OK. partie du projet parce que les gens vous attendaient et on vous dit il n'y a pas de place. Donc, si vous prévoyez déjà, donc moi, dans mes prévisions, donc j'avais fait une prévision sur une année et je me voyais en train de perdre. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Je devais soit aller en mission, rester, me débrouiller pour vivre pendant un bon moment, le temps de continuer la deuxième partie. Parce que si je vais prendre l'avion, aller et revenir, ça va être un peu trop. Donc, il y a des sacrifices à faire, surtout dans ce genre de projet-là. Donc, si vous avez un OK. projet que vous êtes calculateur pour dire, OK, bon, moi, je suis là, si on ne me donne pas l'argent, je ne fais pas ça, on ne fait pas. Non, non, vous n'allez jamais réussir vos projets et puis vous n'aurez pas une bonne expérience. On ne va jamais vous aller payer quelque part pour venir travailler non plus. Parce qu'on OK, dira de OK. vous, oui, c'est le monsieur. Bon, quand ça ne va pas, lui laisse tomber et puis part. Oui. Parce qu'il ne D'accord. faut pas toujours regarder vraiment côté argent. On a fait, si je prends le cas de Bandundu comme ça, à la fin, c'était pratiquement une famille. Tout le projet qu'on avait, c'est-à-dire que ce soit la C2I, mais c'était pratiquement une famille. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, vous parlez des mêmes choses, vous résolvez vos problèmes ensemble. Dans le projet, quand vous êtes chef de projet, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, vraiment, il faut avoir une symbiose. S'il n'y a pas cette symbiose-là, vous allez à l'échec. Peu importe le projet. Peu importe le projet. Si vous n'avez pas OK. cette entente-là, cette fusion entre les équipes, vous allez en échec. D'accord. Alors, Yeah. je crois que le courant est parti. Ouais, on est au Congo. Alors, j'aimerais savoir encore quelques petites questions. C'est, Allez-y. selon toi, quel serait l'avantage, que peut apporter la gestion de projet au niveau du pays, au niveau de la RDC? OK. Et quel rôle peut jouer le chapitre du PMI en RDC? OK. Je pense que depuis 2000, c'est 2017, hein, depuis 2017 qu'il y a eu le chapitre au niveau de la RDC, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la tête de nos dirigeants. Peut-être qu'ils voyaient la gestion des projets beaucoup trop sophistiquée pour eux, mais depuis que le PMI existe en RDC, avec les deux présidents qu'on a eu déjà là, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées. Beaucoup d'avancées en ce sens que il y a des critiques. Je veux dire, les étudiants qui adhèrent, qui ont adhéré depuis 2017, aujourd'hui, ça fait 7 ans, OK? Ils ont appris beaucoup et ce sont ces gens-là qui sont sur le terrain. Même s'ils ne sont pas responsables de projet, mais ils sont dans des structures où ils travaillent avec les responsables de projet. Donc, ils leur donnent un peu ce qu'ils savent, même s'ils ne sont pas écoutés, mais les gens essaient d'écouter un peu ces ressources-là, ces nouvelles ressources, donc ce nouveau métier. Et je pense qu'avec vous aussi, vous avez commencé à développer au niveau des écoles. Ça, c'est le plus on peut savoir. Au niveau des écoles, c'est-à-dire que vous êtes allé depuis la base pour pouvoir créer de nouvelles personnes pour les cas que les gens de Brazzaville trop trop impliqué, mais je pense qu'il faudra quand même faire des déplacements pour essayer d'apprendre, pour partager votre expérience, parce que l'expérience que vous avez au niveau de la RDC, si on doit la capitaliser, les gens d'ici gagneront plus, puisqu'ils ne sont pas nombreux, ils sont 4 millions, c'est pratiquement la Gambie, hein. Donc 4 millions, donc si vous arrivez ici au niveau de Centreville, donc les têtes pensantes qui sont là, elles pourront plus avancer. Donc au niveau de la RDC, il y a vraiment eu beaucoup de changements. Même les ponts qui ont été faits, c'est vrai qu'il y a eu des ratés, mais les gens se rendent compte maintenant qu'il n'y a pas que qui sont les sachants dans la façon de faire. C'est de la façon de réfléchir, de la façon d'être proactif. Sur tout ça, dans un projet, il faut anticiper. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que l'événement arrive avant d'apporter les corrections. Non, non, il faut aller. Dès que vous sentez, dès que vous imaginez, prenez déjà les dispositions pour aller vers. Donc, au niveau du PMI, vous avez plein de documentation.
Vous avez tout, vous avez pratiquement tout. À n'importe quel moment, vous pouvez trouver une solution. Ça ne sera pas la solution parfaite. Ça ne sera pas la solution parfaite, mais ça va vous donner des pistes. Le fait d'avoir des pistes, comme Didier disait, on ne va pas recréer la roue. La roue, elle existe déjà. Vous pouvez avoir la roue d'un vélo, la roue même du vélo d'un bébé, c'est différent, mais c'est nouveau, ça roule. Ça ne va pas aller plus vite parce que le diamètre est petit. Vous n'allez pas prendre aussi un caterpillar pour mettre sur un vélo parce que vous allez aller plus vite. Donc, il faut adapter. Chaque fois, il faut adapter. Il faut vraiment Exactement. adapter dans ces contextes-là. D'accord. Alors, deux petites questions parce qu'on est presque à la fin. OK? Alors, la première question concerne, j'aimerais avoir quand même ton avis sur les certifications professionnelles. OK? Euh, euh, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elles sont importantes? Et euh, alors, qu'est-ce que tu penses des certifications professionnelles? OK. Moi, je pense que c'est une certification qui est mondialement reconnue. Si vous l'avez, si vous pouvez avoir les moyens d'aller vers et de passer cette certification, c'est bien. Mais ce que je vous conseillerais beaucoup plus, c'est qu'avant d'aller faire cette certification, ayez un minimum de bagages. C'est vrai que le PME va vous donner un volume, un ensemble de volumes. Ils vont souvent, donc pour alléger maintenant, au début c'était vraiment professionnel, professionnel. Donc il faut pouvoir travailler. Maintenant, ils essaient d'alléger en cumulant certaines notes qui vous donnent des crédits pour pouvoir passer cet examen. Même si vous avez la certification, essayez de toujours apprendre. Essayez de toujours apprendre. Lisez beaucoup. Lisez, ne lisez pas que documents PMI, lisez tout ce qui passe devant vous qui concerne les projets. D'accord, Moi, je ne suis pas certifié. Je ne suis pas certifié, pas du tout. Ce que j'essaie de faire pour pouvoir répondre à certains besoins, on a commencé avec, comment on appelle ce type de Lille, la centrale Lille. OK? Donc, j'ai fait le cursus centrale Lille. Après, maintenant, quand j'avais le temps, je faisais beaucoup de certifications. Je pense que je dois avoir une dizaine comme ça, au moins une dizaine de certifications que Centrale Lille proposait en gestion de projet. Donc, ça m'aide beaucoup parce que vous avez, et puis au niveau de Centrale Lille, une année, je ne sais pas si c'est en 2016 ou bien 2017, ils avaient constitué des projets où vous devez participer. Donc, vous avez des gens qui sont à GMT plus 6, GMT moins 6, et vous devez faire des réunions. Ça m'a forgé. Ça fait que quand je suis arrivé ici et que je suis tombé dedans, comme me dit non, aujourd'hui c'est jour férié de l'autre côté là-bas, mais moi, ça ne me dérange pas. Parce que tu dois t'adapter. Tu dois faire le sacrifice pour ton équipe. C'est ce qui est ok. important. Donc, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Moi, j'encouragerais beaucoup de personnes. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Là, j'ai pratiquement 50 ans. Non, 50 ans, c'est fini cette année. Donc, Ok. j'ai d'autres soucis que parce que là, j'ai ma fille qui est déjà en deuxième année. Je ne vais pas lutter les diplômes avec elle. Je dois plutôt garantir ses arrières. Exactement. Alors, Donc, c'est un peu la ça. En tout cas, dernière les jeunes, je question, vous encourage. ok. La dernière question, c'est euh, les- qu'est-ce que quelles sont les principales leçons apprises que tu as eues et surtout quelles sont, bon, pas des, qu'est-ce que tu considères comme ta plus grande réussite? Mais on peut dire, tu peux citer deux ou trois choses que tu considères comme des réussites dans le domaine professionnel, mais aussi des leçons apprises. Je sais que tu en as beaucoup parlé, mais bon, voilà, ça c'est vraiment la dernière question. OK. Donc, pour ce qui est des leçons apprises, déjà, moi je dis, quand vous allez dans un projet, faites attention à la culture. Faites attention, faites beaucoup attention à la culture. Si vous ne maîtrisez pas votre environnement, sachez que ça sera très compliqué pour vous. Ok. Deuxième chose qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il n'y a rien d'acquis. Vous pouvez aujourd'hui, bien avant de commencer, que ce soit Didier qui soit de l'autre côté là-bas, que ce soit moi dans un autre pays ici, on a eu des problèmes d'électricité. Pas qu'on ne savait pas qu'on devait avoir des problèmes. On sait que dans le pays, on peut avoir des problèmes d'électricité, mais on était sûr, moi j'étais vraiment sûr que j'allais faire cette séance à Chaumont, où je serai assis, je serai plus à l'aise. Voilà. Ce que je dis, j'ai mon groupe électrogène et tout, mais ça ne suffit pas. Donc, sachez une chose, c'est qu'il n'y a rien d'acquis. Dans un projet, il n'y a rien d'acquis. Surtout lorsque vous avez des clients.
Le client, d'abord, vous-même, vous n'êtes même pas sûr de vous. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, ne comptez pas sur celui qui lui doit payer ou bien celui qui doit superviser, celui qui doit contrôler. Il n'y a jamais rien acquis. Ma plus grande réussite, bon, c'est ce que j'ai dit, c'est mon premier projet. J'étais vraiment content de savoir que j'ai une application qui a tourné et qui a aidé des gens à prendre des décisions. Ça, c'est tout. Maintenant, les autres, je n'appelle pas ça vraiment des grandes réussites. Moi, je dis que c'est la petite satisfaction au jour le jour. Si vous êtes responsable de projet, n'attendez pas la fin pour fêter ou bien pour encourager vos ressources. Dès que vous avez l'occasion de pouvoir féliciter, de pouvoir récompenser, de pouvoir honorer quelqu'un, vous le faites. Parce que ce petit succès-là, vous ne savez pas ce que ça peut apporter dans sa tête. Vous ne savez pas ce que ça vous donne vous-même. Il y a des fois, vous allez vous dormir parce que, oui, il y a quelqu'un qui vous a apporté une chaise, simplement. Mais parce que vous étiez fatigué et cette chaise-là avait son importance. Ou bien quelqu'un vous donne un verre d'eau glacée. C'est comme, je vais raconter encore une anecdote. C'était au Kasaï central. Il faisait très, très chaud. Vraiment très chaud. Donc, on sort de la salle de formation. On avait juste notre hôtel qui était juste à côté là. Donc, j'arrive et quelqu'un qui me tend une Tembo bien glacée. Ça, dans ce projet, c'est tout ce que j'ai apprécié. Vraiment, j'étais le plus heureux. Mais c'est pas que Ah, c'est l'alcool, mais c'est le fait de dire, OK, voilà quelqu'un qui est fatigué, je lui donne quelque chose et tu es content, tu sors de là, tu es heureux. Donc, les petites victoires sont plus importantes. Moi, j'appelle les petites victoires sont plus importantes que, que la fête. C'est le day to day, day by day. C'est ça qui mhm. fait le succès d'un projet et non attendre la fin du projet. OK. Euh, alors, il y a une question. Il y a une OK? question. Est-ce qu'un professionnel de gestion de projet peut être chef de projet d'un domaine autre que son domaine de prédilection? Par OK. exemple, un PMP avec une base d'économie peut diriger, par exemple, un projet de construction informatique, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on forme un manager de projet, PMI, les exemples qui nous sont donnés sont des BTP. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Les exemples qui nous sont donnés sont des BTP parce que c'est une des sciences les plus complexes. Si vous avez à construire un bâtiment, que la fondation est ratée, ça veut dire que vous n'allez pas avoir de bâtiment. Même si le bâtiment il est bien fait, même avec une bonne fondation, que vous n'avez pas les documents administratifs, c'est ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire, OK? Si vous n'avez pas les documents administratifs, ça veut dire que vous avez échoué. Parce qu'à la fin, l'État va venir casser votre bâtiment. Donc, ne vous dites pas parce que je ne suis pas dans tel domaine, alors je ne peux pas les gérer. On te demande de gérer le projet. On ne t'a pas dit d'aller faire le projet. Ceux qui font le Exactement. projet sont les spécialistes de chaque corps métier que vous, en tant que spécialiste de gestion de projet, vous allez mettre en place. C'est comme un orchestre. Le chef d'orchestre, là, que ce soit du blues qui doit jouer ou bien quoi, le monsieur, il vient, il dit, OK, qu'est-ce qu'on m'a donné? C'est ça que voilà mes partitions. Mais il joue sans même connaître les gens. Quand vous regardez les équipes, là, en une semaine, on fait une présélection, les gens commencent à jouer, ils s'entendent sur le terrain. Mais même quand vous changez d'entraîneur, ce que vous avez vu aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, on a changé d'entraîneur, mais si ça doit passer, ça passe. Si ça doit passer, ça passe. Ne vous dites pas que c'est parce que ce n'est pas mon domaine. Moi, vous avez vu déjà mon parcours. De mon parcours, là, ce n'est pas le parcours le plus classique. Hein. Ça n'a rien de classique. Exactement. Exactement. On ne m'a jamais formé. Voilà Didier qui est là. On a travaillé avec Didier. Didier, il a la chance, lui, quand il finit, il va directement, il va à la C2I, OK, tout comme moi, et il commence à faire les finances publiques. Est-ce qu'on apprend les finances publiques à l'école? Jamais. Donc, il Non, arrive pas dans un du tout. monde où il doit s'adapter. Aujourd'hui, si vous prenez Didier, parler de finances publiques, Didier serait mieux que des gens qui ont fait l'ENA. Je vous dis, il sera mieux que des gens qui ont fait l'ENA, qui eux sont toujours dans le vocabulaire et tout, mais lui, il saura ce que faire, quand faut-il le faire et comment faut le faire. C'est ça. Donc, ne rejetez pas, prenez ces risques-là, prenez ces risques et puis profitez, c'est-à-dire qu'une fois qu'on vous donne le titre de chef de projet, dites-vous, OK, j'ai en charge quelque chose de très grand. Si je ne connais pas, je dois aller vers. Et puis, soyez humble. Soyez beaucoup humble. Si vous êtes humble, OK. quand vous faites l'échec, les gens viennent vers vous, ils vont vous dire, ah, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand vous êtes en train D'accord. d'échouer, les gens viendront vers vous.
Ok, merci beaucoup Théo. Merci, Merci. merci. Je crois que c'était la seule question qui a été posée. Ah bon? J'espère que ça, en fait, j'espère que l'échange a été Bénéfique. Vous les- Ah, c'est coupé encore. Ah, cette connexion. Ah, de la connexion et ainsi de suite. Et donc, par exemple, moi, tout à l'heure là, c'était plutôt que ma batterie était pratiquement à plat. Et donc, ça risquait de couper. C'est comme ça que j'ai trouvé une solution. OK. Des projets. On peut planifier comme on veut, mais la réalité est souvent, est toujours différente de ce qu'on prévoit. OK. Alors, merci beaucoup à tous. Merci d'avoir été là, d'être resté jusqu'à la fin. Nous avons légèrement glissé et merci d'être resté jusqu'à la fin et tout. Alors, deux rendez-vous, comme je l'ai dit, la rencontre des membres du chapitre PMI. C'est le moment d'entrer dans la barque et de nous rejoindre. Et cette conférence sera hybride, c'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas sur place auront l'opportunité de participer. Et bien sûr, le jeudi 25, le 25 avril, le jeudi 25 avril, nous aurons notre focus sur la gestion de projet où on va parler de... Et donc, c'est notre rendez-vous annuel. Je voudrais remercier tous les volontaires et toutes les personnes qui ont participé à l'organisation, à la réalisation de ce 13e numéro de Think Out of the Box. Et surtout, j'aimerais remercier Théo. Théo, en tout cas, merci. Merci d'avoir pu dégager du temps. Je sais que tu es un homme très occupé, mais bon, merci aussi de surtout t'être prêté au jeu, d'avoir partagé sans, sans, sans retenue ton parcours brillant. Et, et donc, j'espère qu'on aura l'occasion de célébrer tes 50 ans. Et donc, un dernier mot. En tout cas, merci. Merci à tous les participants. Merci encore aux étudiants qui sont aussi en ligne. Merci aux professionnels qui sont là, qui nous accompagnent, qui accompagnent le chapitre PMI au niveau de la RDC. C'est déjà un grand succès parce que ça a commencé timidement. Aujourd'hui, lorsque je regarde le fil des discussions, je suis quand même heureux de lire parce que souvent, c'est en fin de journée. Au début, vous voyez que je participais beaucoup. Maintenant, j'ai baissé en cadence parce que j'arrive, je suis chargé, j'ai des projets, il y a des projets personnels, il y a des projets de famille, il y a des projets extra, projets d'entreprise aussi. Et quand nous sommes en début d'année, donc il y a ce challenge-là en tant que directeur des opérations, il faut pouvoir mettre tout sur les bonnes lignes pour que d'ici juin, on puisse avoir de bons résultats. Donc c'est ce qui fait que vous ne me voyez pas, pas que j'ai disparu, je suis toujours là, je vous le dis, souvent en fin de journée, ou bien lorsque l'événement fait vraiment rire, là, j'interviens. En D'accord. tout cas, merci à tous et puis merci à Didier. Merci au président. Merci à nos deux présidents parce que ils ont fait du boulot. Ils ont fait du boulot pour donner cette image à la RDC. Moi, je suis vraiment content parce que j'ai été en RDC, donc je suis comme un Quinois. D'abord, on m'appelle le Quinois ici, hein, donc. Ah oui, Carrément. oui, je suis le Quinois. Parce que quand on va OK. dire, ah, t'es le Quinois, là, donc je suis le Quinois. Quand je suis au Congo, je OK. suis le Quinois. Maintenant, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, quand on dit Congo, pour eux, c'est les deux qui sont collés. Donc, en tout cas, merci pour tout. Et puis, bon, OK. on va se dire à la prochaine. OK. OK, merci. Merci Théo. Et merci à tous. Et à la prochaine. Ne manquez pas les prochains rendez-vous. Et bonne soirée chez vous. Bonne journée pour certains. Bonne soirée pour d'autres. Et à la prochaine. Merci. Merci.